Ok. Du coup, troisième prise pour cette vidéo du calcul de l'erreur de la méthode de Boole. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'erreur de la méthode de Boole? Alors, je vais présenter ici deux méthodes. Il y en a une troisième qui serait d'utiliser l'extrapolation de Richardson. C'est-à-dire, alors, ah oui, en fait, la méthode de Boole, en fait, c'est l'extrapolation de Richardson appliquée sur la méthode de Simpson. Donc, si on prend le terme d'erreur de la méthode de Simpson, enfin les deux premiers termes d'erreur de la méthode de Simpson, parce qu'on va en tuer un avec Richardson, et qu'on les combine, et bien ça va faire la méthode de Boole. Et oui, effectivement, ça marche et on peut avoir une estimation de l'erreur comme ça, mais c'est pas ça que je vais faire ici. Alors, donc, des deux manières que je vais présenter, la première, ça va être, en principe, celle que vous avez eu au cours, ça va être dire, on va calculer l'intégrale du polynôme d'interpolation de l'erreur. Et la deuxième méthode, ça va être juste être un truc de gros bourrin avec des développements de Taylor. Alors, première méthode. Quelle est l'idée de la première méthode? Alors, l'idée, c'est de dire, notre méthode de Boole, elle intègre parfaitement un polynôme de degré 5. Ça, on le sait. Du coup, l'idée, ça va être de dire, ben, ma fonction u, pour essayer d'avoir le meilleur polynôme d'interpolation possible, je vais l'interpoler avec un polynôme de degré 5. Parce que c'est bien, parce que comme ça, si je l'interpole avec un polynôme de degré 5, et que je fais l'intégrale de ce polynôme, avec la méthode de Boole qui est du coup exacte pour les polynômes de degré 5, je vais avoir une petite erreur. Donc l'idée c'est de se dire, ok, la fonction u, on va l'interpoler avec un polynôme de degré 5. Sauf que si on veut l'interpoler avec un polynôme de degré 5, ben on a un petit problème, c'est qu'on a ici que 5 points. Et pour déterminer de manière unique un polynôme de degré 5, ben, il faut 6 points. Donc, l'idée, qu'est-ce que ça va être? L'idée, ça va être de dire, ben, on suppose que notre polynôme d'interpolation, il passe par une cinquième abscisse. Donc là, c'est moins 2h, là c'est 0, là c'est 2h. Et on suppose parce qu'il passe par une autre abscisse alpha. Voilà. Ça veut dire quoi qu'il passe par une autre abscisse alpha, notre polynôme d'interpolation? Ça veut dire que l'erreur d'interpolation, bah, du coup, elle va être nulle en moins 2h, moins h, 0, h, 2h, et aussi en alpha. Donc ça veut dire que grâce au théorème 1.1 du cours, ou un truc du style, le théorème sur l'erreur, on peut écrire que l'erreur d'interpolation est égale à la dérivée n plus unième, n polynôme de degré 5, donc n plus 1, 6, donc dérivée sixième, évaluée en un certain xi, sur du coup 6 factoriel, fois x moins x0 fois x moins x1, etc. Sauf que du coup ici x0 ça va être moins 2h, x1 ça va être moins h, etc. Donc je vais écrire ça directement. Alors, comme ceci. Donc ça va être x plus 2h fois x plus h fois x moins h fois x moins 2h. Et n'oublions pas qu'on a supposé que notre polynôme d'interpolation, il passait aussi par une certaine abscisse alpha, enfin il interpolait u et une certaine abscisse alpha. Donc au point alpha, l'erreur est nulle aussi. Alors ça va être du coup notre terme d'erreur. Ça c'est l'erreur d'interpolation. Alors il y a un truc qui est bien dans cette erreur, c'est que c'est cette partie-ci, ça c'est un polynôme, c'est chouette, on aime bien les polynômes, on sait faire beaucoup de choses avec les polynômes. Par contre il y a un truc qui est moins bien. Le truc qui est moins bien, c'est ce u sixième de xi. Nous, ce qu'on veut, c'est une borne sur l'erreur. Donc on veut pouvoir dire l'erreur est plus petite que tel truc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va se dire, ok, on va définir une constante que je vais appeler C6. Donc soit C6 qui va être égale à la valeur maximale de la dérivée sixième de xi en valeur absolue, parce que ce qu'on veut, c'est une borne sur l'erreur totale. Et le max, donc, c'est pour xi appartenant à l'intervalle moins 2h, 2h. Est-ce qu'on sait lire quand j'écris comme ça? Ouais, ça passe. Donc C6, ça va être une borne sur la dérivée sixième, du coup. Alors, qu'est-ce que ça me permet d'écrire, ça? Ça me permet d'écrire que EH de x en valeur absolue est plus petit. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il passe rien. EH de x est plus petit que du coup C6 sur 6 factoriel
fois, du coup, x plus 2h fois x plus h, x moins h, x moins 2h, fois x moins alpha. Je vais mettre en bleu. Je sais pas si on voit les couleurs. Voilà. Donc, ça c'est cool, c'est une chouette borne. Et maintenant, l'idée pour avoir le théorème de l'erreur, le terme d'erreur, le premier terme d'erreur, ça veut dire, bon, ben, on va juste faire l'intégrale de ce polynôme-là, sur notre intervalle qui va de moins de h à h. Donc maintenant, tout ce que je vais faire, c'est juste faire l'intégrale de ce polynôme. Alors, c'est pas très compliqué. Ouais, par contre, du coup, ça va prendre 8 ans, le temps que j'efface. Cette éponge est vraiment pourrie. Je le dis souvent, mais elle est vraiment pourrie. J'ai pas de frotteur, donc je suis obligé d'utiliser du PQ pour essuyer ce tableau correctement. Ce qui explique en faute la pénurie. Pas savoir quand ça bouffe le tableau. Good. Donc on a notre erreur qui va être plus petite que ça. Donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est dire que l'erreur sur notre intervalle, elle va être plus petite que l'intégrale de ce machin-ci. Donc, c'est 6 sur 6 factoriel, l'intégrale de moins 2h à 2h de ce polynôme. Alors, je vais réécrire ce polynôme un petit peu différemment. Alors ici, j'ai x plus 2h fois x moins 2h, donc ça va faire x carré moins 4h carré. Alors, j'ai x plus h fois x moins h, ça va faire x carré moins h carré. Puis j'ai x et ce machin là, donc ça va faire fois x carré moins alpha x. Hop, et on intègre par rapport à x évidemment. Alors, ce qu'on remarque ici dedans, c'est que du coup, ce terme-ci, il est pair. Ce terme-là, il est pair. Ça c'est pair et ça c'est impair. Du coup, on va voir tous ces termes-ci qui sont pairs qui vont donner une intégrale pas nulle. Et on va voir tout ça multiplié par ça qui va donner un terme impair qui va donner du coup une intégrale nulle. Donc je ne vais pas le calculer. Donc je vais juste écrire que ça du coup c'est plus petit que c6 sur 6 factoriel. L'intégrale de moins 2h à 2h de x carré moins 4h carré fois x carré moins h carré fois x carré tout court. Ce qui va être du coup égal à c6 sur 6 factoriel. L'intégrale de moins 2h à 2h. Alors, ça va être un polynôme de degré 6, donc j'ai du x carré va faire x6. En termes de puissance de x4, donc je vais avoir x carré fois moins h carré, moins 4h carré fois x carré, le tout fois x carré. Là-bas, ça va faire moins 5h carré x4. Et puis après, je vais avoir moins 4 h carré fois moins h carré, ça va faire plus 4h4. Plus 4h exposant 4 fois x carré. Ok. Et du coup, quand on intègre ce machin, ça va nous donner c6 sur 6 factoriel toujours. Alors, x exposant 6 intégré, ça va faire x7 sur 7. Alors, x4 intégré, ça va faire x5 sur 5, mais je me multiplie par 5 ici, donc les deux 5 vont se tuer. Donc ça va juste faire moins h carré x5, et puis après, plus 4h4 x cube sur 3. Donc je vais mettre ça en 4 tiers. Et ce joli polynôme évalué aux bornes moins 2h, 2h. Good. Plus besoin de ça. Et donc ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être plus petit que c6 sur 6 factoriel. Alors, x exposant 7 sur 7, évalué de moins 2h à h. Donc ça, vu que c'est des fonctions impaires, et ça va être un joli intervalle symétrique. Donc ça va être comme si on évaluait deux fois ça en 2h. Donc ça va faire 2 fois 2h exposant 7 moins h carré fois, enfin 2 fois, parce que du coup on évalue 2 fois 2h exposant 5
enfin 3 ici, plus 2 fois 4 tiers, 2 parce que du coup on évalue 2 fois, h4, et puis c'est 2h au cube. Ok. Et tout ça entre parenthèses. 2 fois h carré 2, ok. Et je fasse. Oh, une mauvaise éponge. Ok. Du coup, ça c'est le h qui est plus petit que ce machin-là. Alors quand on évalue ça, on va avoir c'est 6 sur 6 factoriel. Alors ici, on va avoir 2 exposants 7 plus 1 fois 2, donc 2 exposants 8. Ça va faire 2, 4, 8, 16, 32, 256. 256 sur 7. Alors, oui, alors du coup, il va y avoir du h exposant 7 ici, h carré, h exposant 5, ça va faire h exposant 7. Et là, de nouveau, du h exposant 7. Donc le h exposant 7, je peux le taper ici au début. Donc j'ai 256 sur 7. Alors ici, j'ai 2 fois 2 exposant 5. 2 exposant 5, c'est 32 fois 2, 64. Donc ça va faire moins 64. Et ici, j'ai 2 fois 4, 8. 8 fois 8 fois 2 au cube, 64. Donc plus 64 tiers. Ok? Donc j'ai h qui est plus petit que h là. Et du coup, ça va être du coup égal à C6H7 sur 6 factoriel fois... alors ici, j'ai 256, 64, 64. Je peux mettre le 64 en évidence. Ça va donner 64 fois 4 septième. Alors ici, je vais avoir 3 fois 60... Enfin, 3 fois 1 sur 3 plus 1... Moins 3 fois 1 sur 3 plus 1 sur 3. Donc ça va faire moins 2 sur 3. Enfin, le tout fois 64, mais 64 est sorti. Voilà. Ce qui va du coup être égal à C6H7 sur 6 factoriel fois 64 fois... et ici, on va du coup avoir 3 fois 4, 12 moins 14, donc ça va faire moins 2. Alors évidemment, on prend ça en valeur absolue, parce que nous, on cherche à borner l'erreur, donc ça n'a aucun intérêt. Enfin, ce qu'on prend, c'est toujours en valeur absolue. Techniquement, j'aurais dû écrire des jolies valeurs absolues partout là, comme ça. Voilà. Ben, c'est pénible à écrire. Ok? Donc, si on simplifie, alors 6 factoriel, c'est quoi? Je vais faire ça sur le côté ici. Ce que j'ai, c'est 64, ça va faire 2 exposant 6, fois 2, ça va faire 2 exposant 7, sur 6 factoriel, donc 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2. Et oui, pardon, ici c'est des 21e du coup. 7 fois 3, ça fait des 21e. Fois 21. Alors, donc le 2 va se tuer ici
donc j'aurais fait là. Du coup, ici, j'aurais plus 2 exposants 7, j'aurais 2 exposants 3. Parce que je divise par 2, je divise par 2 par 2, je divise par 2. Donc en total, j'ai divisé par 4 fois par 2. Donc ça va être égal à 8 sur 21 fois 45, c'est possible? Ouais, fois 45. Et 21 fois 45, ça fait, vous le calculez, hein, ça fait 945. Et 20 fois 45, et ça fait 900. Plus 1 fois 45, ça fait 45. Ok. Du coup, ça va être égal à C... Non, pas un 6. C6H7 fois, du coup, 8 sur 945. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça a l'air bon. Alors, vous allez me dire, ok du coup Miguel, c'est génial, c'est ça le thème d'erreur. Non, faux, pas du tout. Ça, c'est l'erreur pour un sous-intervalle. Nous, ce qu'on veut, c'est l'erreur de la méthode composite. Donc c'est l'erreur sur un gros intervalle AB, qui est divisé en plein de petits sous-intervalles. Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour avoir l'erreur sur plein de petits sous-intervalles, l'erreur totale et pas l'erreur sur un petit sous-intervalle? Mais c'est pas très compliqué. On a l'erreur sur un sous-intervalle et on a n sous-intervalles. Du coup, il va juste falloir prendre globalement la somme des n erreurs. Alors, petite précision, quand je parle de sous-intervalle, mettons que ça c'est mon intervalle total, ici j'ai A, ici j'ai B, et j'ai genre n égale 3. Ça veut dire que j'ai 3 sous-intervalles comme ça. C'est un peu moche. Plus comme ça. N égale 3, ça veut dire que ici dessus on va appliquer bool, là on applique bool, et là on applique bool. Et ça veut dire que du coup, je vais avoir ici mes 5 points d'intégration, là je vais avoir mes 5 autres points d'intégration, et là je vais encore avoir 5 points d'intégration. Voilà, comme ça. Ça veut dire que, du coup, mon intervalle B-A, ça va être n sous-intervalles, et chaque sous-intervalle, il va être de longueur 4h. H, de encore H, encore H, encore H. Donc ça va faire n fois 4H. Et du coup, si on isole n là-dedans, on va avoir que... Non, je vais écrire ça en dessous. n est égal à b moins a sur 4H. Alors vous allez me dire, c'est génial tout ça, mais à quoi ça sert? Alors, je vais essayer de réécrire ça un peu proprement. Ça, c'était notre erreur sur un sous-intervalle. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est l'erreur sur tous les sous-intervalles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire EH total. Ça va être égal à la somme pour i allant de 0 à n-1 de EHI. Ou alors, i, ça désigne le numéro de mon intervalle. Ici, j'ai 3 intervalles, le 0, 1, 2, pour ça que je vais jusqu'à n-1. Et le EHI, ce sera le EH qu'on a calculé ici, donc ce sera la constante. Ce sera le terme d'erreur sur le sous-intervalle. Alors, il y a un seul petit souci, c'est que notre C6 ici, c'est la valeur maximale de la dérivée sixième sur le petit sous-intervalle considéré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir une nouvelle constante. Donc je vais faire ça ici. Soit C6, je vais la noter C6T pour la constante totale, qui va être du coup le max de la dérivée sixième de U en gros, mais sur l'intervalle AB. En valeur absolue, évidemment. Donc je prends une grosse constante ici, donc avec ça, je peux écrire que ça va être que la somme de mes EIH, elle va être plus petite que le C6, non, que la somme toujours des C6 total, parce que c'est plus petit que la somme des C6, donc c'est plus petit que la somme des C6 total, parce que le C6 c'est plus petit que le C6 total. H7 fois 8 sur 945. Good. Sauf que ici dedans... Ah oui, bon, il faut écrire la somme, parce que
n-1. Il n'y a plus rien qui dépend de i, donc en gros je vais juste prendre une somme de n fois ce terme-là. Donc ça va être juste égal à n fois C6H7 fois 8 sur 945. Et là maintenant, il faut se concentrer, il y a un truc très important, c'est que le n et le h, ils sont pas indépendants. Le a et le b, ils sont indépendants, c'est ça qu'on fixe, c'est l'intervalle qu'on fixe. Mais le n et le h, ils sont pas indépendants. Et là, on les a mélangés. Donc ce qu'il faudrait, c'est écrire soit tout en fonction de n, soit tout en fonction de h. C'est pour ça que l'ordre, c'est pas 7. Parce que n et h sont pas indépendants. Donc ce qu'on peut écrire, c'est dire, ben, n en fait, c'est b-a sur 4h, comme on l'a vu là tantôt. Et du coup, on peut remplacer le b-a sur 4h ici dedans. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais commencer à réécrire en haut. Ce tableau est un peu bordélique, je suis désolé. Ça va nous donner que l'erreur totale sera plus petite que donc n c'est b-a sur 4h. Donc ça va donner b-a divisé par 4. Donc je vais avoir 2 sur 945 C6 T H6. Donc j'ai H7 divisé par H, ça va donner H6. J'ai 8 divisé par 4, ça va donner 2. J'ai le b-a ici, donc il va se retrouver là-bas. Et voilà, ça va être notre erreur pour la méthode composite de Boole. Facile, hein? Voilà, donc ça c'est la première méthode. Petite précision, ça veut dire quoi? De dire que la méthode est d'ordre 6. Ça veut dire que si jamais... Enfin, ça veut dire en gros que le terme d'erreur, le premier terme d'erreur, est proportionnel à h exposant 6. C'est l'exposant ici qui détermine l'ordre. Confondez pas l'ordre et le degré, c'est pas pareil. Et retenez pas bêtement que ordre égale degré plus 1, c'est pas toujours vrai. Cette vidéo est passionnante. Bon. Ce qu'on vient de faire là, c'était la méthode un minimum subtil, où on passait machin, le théorème de l'erreur, etc. C'est des trucs un peu sophistiqués. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un truc excessivement con, comme beaucoup dans ce cours, c'est un développement de Taylor. Juste un putain de développement de Taylor. On va dire que... Merde. On voit pas avec ces reflets à la con. U de x est égal à son développement de Taylor. On va aller jusqu'à l'infini. Alors, je vais jusqu'à l'infini parce qu'en théorie, je devrais aller jusqu'au 6 ou 7e terme, mais c'est super chiant à écrire. Donc c'est plus court à écrire comme ça. Donc c'est la dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel fois x exposant i. Bête expression du développement de Taylor. Est-ce qu'on sait lire? Ouais, ça passe. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ça, c'est notre fonction u de x. Nous, ce qu'on veut, c'est l'intégrale de la fonction u de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'intégrale. On va dire que i, notre intégrale, ça va être égal à l'intégrale de moins 2h à 2h de notre fonction u de x. Du coup, ça va être égal à l'intégrale de moins 2h à 2h de la somme pour i allant de 0 à l'infini de la dérivée im de 0 sur i factoriel fois x exposant i. Alors, on va dire x. Du coup, si jamais tout se passe bien, on va supposer que c'est le cas pour des raisons de simplicité, on peut sortir la somme de l'intégrale. Donc ça va devenir du coup la somme d'intégrale, donc la somme pour i allant de 0 à l'infini de dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel fois l'intégrale de moins 2h à 2h de x exposant i dx, ce qui va être égal à la somme sur i de la dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel fois x exposant i plus 1. Ouais, non, je vais directement remplacer par les valeurs. Donc je vais avoir 2h exposant i plus 1 sur i plus 1 moins 2h exposant i plus 1 sur i plus 1. Ok. Zergout.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bordel? Bon, déjà, le i plus 1, je vais le sortir parce que c'est sur la même fraction, donc je vais avoir i fois i plus 1, donc je vais avoir du... Enfin, i factoriel fois i plus 1, donc ça fait i plus 1 factoriel. Du coup, ça va nous donner la jolie somme. Bon, quand j'écris la somme sur i, ça veut dire i allant de 0 à l'infini. Parce que j'ai la flemme. Donc la dérivée im évaluée en 0 sur i plus 1 factoriel fois du coup 2h exposant i moins 2h i plus 1 exposant i plus 1. Ok. Et là c'est le moment intéressant. Quand on regarde ce terme-ci, si jamais i est pair, genre i égale à 0, on va voir, il manque un 1 ici. Voilà. 2h exposant i plus 1 moins 2h exposant i plus 1, ça va être un truc positif exposant un pair, moins un truc négatif exposant un pair, donc moins un truc négatif, donc moins, ça fait plus. Donc je vais avoir ça plus ça, en valeur absolue globalement. Donc ça c'était si i est pair, donc i plus 1 impair. Si par contre i est impair, bien évidemment il y aura le résultat opéré. On va voir que 2h exposant i plus 1, ça va être pair, vu que i est impair. Moins 2h exposant i plus 1, ça va être pair. Donc ce terme-là va être positif. Et du coup, je vais avoir positif moins positif, et ça va se tuer. Donc les seuls termes qui vont rester dans cette putain de somme, c'est les termes pair. Enfin, à i pair. Donc je vais réécrire cette somme en tenant en compte ça. En tenant ça en compte. C'est comme ça qu'on dit. Oula. Ça bouge ce bordel. Du coup, je vais dire... ouais, c'est toujours ici. Je veux dire que je veux les i pairs, donc un nombre pair, c'est un nombre qui peut s'écrire comme 2 fois un entier. Donc je vais dire que i, en fait, c'est 2 fois l'entier j. C'est une espèce de changement de variable. Donc je vais avoir que mon intégrale, ça va être ma somme sur j, va de 0 à l'infini, de u dérivée de jm de 0 sur... Alors ici c'est i plus 1, donc ça va devenir 2j plus 1. Je remplace juste i par 2j. Voilà. Fois. Du coup, donc je vais avoir 2h. Merde, il y a des parenthèses ici. 2h exposant i plus 1, donc ça va faire 2h exposant 2i plus 1. Moins 2h exposant 2i plus 1. Donc ça va faire comme si c'était plus 2h exposant 2i plus 1. Donc je vais avoir 2 fois 2h exposant 2i plus 1. Ok, alors ça on peut un peu simplifier. Ça va donner la somme sur j, même notation qu'avant, de la dérivée jm, non, de jm, évaluée en 0 sur 2j plus 1, factoriel, fois, du coup, alors, j'ai 2 exposant 2i plus 1 fois 2, donc ça fait 2 exposant 2i plus 2, donc ça fait 4 exposant j plus 1. 4 exposant j plus 1, et du coup, ici j'ai h exposant 2i plus 1 fois h exposant 2i plus 1. Voilà. Ça, c'est le premier résultat excessivement important. La valeur de l'intégrale, c'est ce bidule-là. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est dire, ok, ça c'est notre intégrale exacte, et nous, ce qu'on va faire, c'est la comparer à l'intégrale évaluée par la méthode de Boole. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est exactement la même chose, mais avec la méthode de Boole. C'est-à-dire appliquer la méthode de Boole sur la fonction u de x en tant que développement Taylor. Je vais effacer ceci, notez-le sur votre feuille si vous suivez, ou pas, si vous suivez pas, j'en ai rien à foutre. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des reflets? Oui, des reflets, tant pis. On a fait la partie exacte, maintenant il s'agit de faire la partie méthode de Boole. Je vais le noter IH. Alors, que dit la méthode de Boole? La méthode de Boole, elle dit que IH, ça va être 2H sur 45 fois ce qu'on sait lire. Ouais, c'est pire. Du coup, U de moins 2H, enfin 7 fois U de moins 2H, plus 32 U de moins H, plus 12 U de 0, plus 32 U H, plus 7 U de 2H.
nickel. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est se dire U de moins 2h, je vais le remplacer par son expression en termes de développement de Taylor développé autour de 0. Donc ça va être égal à 2h sur 45 fois la somme pour i allant de 0 à l'infini de la dérivée im de u sur i factoriel, c'est toujours la même chose. Et maintenant multiplié pas par x exposant i, mais par moins de h exposant i. Parce qu'on évalue en moins 2h. Et on prend 7 fois ce terme-là. Donc, je vais mettre un petit 7 ici. Comme ça. Plus 32 fois la somme pour de nouveau i, de la dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel, de du coup moins h exposant i. Donc, premier terme, ça va être celui-là, 7 fois u de moins 2h. Deuxième terme, 32 fois, ça va être u de moins h, plus 12 fois u de 0. Développement de Taylor évalué en 0, c'est très facile. C'est juste 12 fois u de 0. Plus, ici je vais directement noter le dernier terme, comme ça les trucs multipliés par 7 sont alignés, mais on fait dans l'ordre qu'on veut, c'est une somme. Plus 7 fois somme pour i de la dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel. Enfin bon, bref, le développement de Taylor. Alors, et ici, par contre, c'est 2h. On l'évalue en 2h. Plus 32 fois la somme i allant de 0 à l'infini de u de 0 sur i factoriel. Et là, c'est h qu'on évalue, donc h exposant i. Fermez la parenthèse. Je vais faire bouger. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Alors ce gros terme il est un peu moche, mais heureusement on peut le simplifier. On voit qu'on a globalement les mêmes sommes avec les mêmes termes ici. Donc ça je vais le réécrire de manière plus simple. Alors bon, on a ce terme-ci, le 12u0, il fait sa vie à part, lui il n'a pas de somme ni rien. Donc ça va faire 24h u de 0 sur 45. Ça c'est le 2h sur 45 fois le 12u0. Plus 2h sur 45 fois la somme pour i de dérivée im évaluée en 0 sur i factoriel. Et donc là, mes termes, je vais avoir 7 fois ces deux-là. Donc je vais avoir 7 fois moins 2h exposant i plus 2h exposant i. 2h exposant i plus moins 2h exposant i. Voilà, je me ai posé des crochets. Plus ce terme-ci, il va lever 32 fois. Donc plus 32 fois le terme en moins h et en h. Donc h exposant i plus moins h exposant i. Alors, et ça entre parenthèses, comme ça. Ok. Je vais effacer un peu le reste, comme ça on aura de la place. Mais il se passe des trucs ici. C'est pas tout. Oh, ça a pris les congés. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce magnifique terme dégueulasse? C'est que dans notre somme ici, si jamais i est pair, on va avoir un truc positif exposant pair plus un truc négatif exposant pair, donc positif, donc deux trucs positifs, bien marcher, vont se sommer. Si par contre i est impair, on va avoir un truc positif exposant un pair, donc ça reste positif, plus un truc négatif exposant un pair, donc ça reste négatif. Du coup on va avoir plus positif plus négatif, ils vont se tuer. Pareil ici, positif, ils vont se tuer si i est impair. Donc les seules valeurs intéressantes qui vont rester dans cette grosse somme, ça va être quand i est pair. Du coup, même raisonnement qu'avant, on va dire, en fait, i ça va être 2j pour un certain j, comme ça on va passer sur tous les nombres pairs. Donc on va pouvoir écrire que ih est égal à, donc bon il y a toujours le 24h u de 0 sur 45, ça c'est le premier terme à chaque fois,
plus du coup, la somme non pas sur i mais sur j, qui va de 0 à l'infini, de ce terme-là. Donc on va avoir u 2j, ce qu'on sait lire là. Ouais, j'ai déjà eu la blague qu'on sache pas lire parce que la lumière qui vient, le soleil et tout, enfin bon voilà. Donc dérivée de 2jm évalue à 0 sur, alors dénominateur c'est i factoriel, donc c'est 2j factoriel, parce que i égale 2j. Du coup ici, multiplié par 7 fois, donc si jamais ces deux termes se somment, il va y en avoir 2 fois plus, donc on va avoir 2 fois 2h exposant i, 2h exposant i, donc sauf que i égale 2j. Et ouais, alors non, j'ai oublié mon 2h sur 45. Voilà. Ok, donc ça c'était ce terme-ci, et donc il y aura aussi le plus 32 fois, donc 2 fois ce terme-ci, parce que ils vont se sommer, et ce sera h exposant. Ok. Alors comment est-ce qu'on simplifie ce machin? Alors bon, ici on a toujours notre 24h u de 0 sur 45, plus, alors, ici, on va avoir du ouais, h exposant i, en fait i c'est égal à 2j, donc c'est pas faux ce que j'ai écrit, c'est 2j que je voulais écrire. On va avoir du h fois, en gros, h exposant 2j, h exposant 2j, donc ici, tout ce terme-là, il va être proportionnel à h exposant 2j plus 1, h exposant 2j plus 1, ouais, sauf que ça, je dois le mettre à l'intérieur de la somme. Ça c'est une chose, donc je vais rentrer le h là-dedans et je vais aussi rentrer le 2 là-dedans par parce que j'ai envie, voilà. Pour simplifier la notation. Donc il va me rester ici 1/45 de la somme sur j de la dérivée de jm de... Bon ça c'est toujours la même chose, hein. Ok. Alors ici dedans du coup je vais avoir mon h exposant 2j plus 1. Le 2j et le plus 1, multiplié par le reste de cette parenthèse ici. Donc je vais avoir 7 fois 2 fois 2 exposant 2j, donc déjà 7. Alors 2 fois 2 exposant 2j, ça fait... et puis il y a encore le 2 ici, donc ça fait 2 exposant 2j plus 2, 2 exposant 2j plus 1 plus 2. Donc ça fait 2 exposant 2j plus 2, et ça c'est 4 exposant j plus 1. Donc 7 fois 4 exposant j plus 1. Plus, ici dedans le h on a sorti, donc on va avoir 32 fois 2, ça va faire 64, fois 2 qui est là, 128. Voilà. Ok. Et donc une fois qu'on a ça, ben on est bon. Hein. Ça c'est ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'objectif maintenant, ça va être de dire, on a notre expression exacte pour l'intégrale, et on a cette expression qu'on a obtenue avec la formule de Boole. Ça c'est IH. Donc l'idée maintenant, ça va être de dire, ben, on va évaluer I moins IH, ou IH moins I, peu importe, en valeur absolue. Ce qu'on veut, c'est l'erreur. Et on va voir à partir de quel moment est-ce que ces deux termes sont différents. Alors, remarquez que IH et I aussi, c'est des polynômes en H. C'est-à-dire que si c'est un terme fois H, plus là en gros, c'est des coefficients fois H exposant J plus 1. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Alors, non, je vais pas dire maintenant ça. Non, je vais pas dire maintenant. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bêtement réécrire les formules pour la valeur exacte et la valeur approchée en haut, et faire deux colonnes et commencer à évaluer terme à terme. Ah, vous allez voir. Ça sert à rien que je dise ça, je vais couper de toute façon. Ok. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que je fais? Magie du montage. Donc j'ai réécrit le terme exact et le terme approché calculé grâce à la méthode de Boole. Alors maintenant, quelle idée? C'est de dire, on va comparer ces deux termes-là. Donc ça, c'est en gros des polynômes en H, polynômes en H. Donc on va se dire, est-ce que le premier terme, il est égal? Donc le terme d'ordre 1 ici. Donc ça va être le terme quand j égale 0. Autrement dit, c'est le terme proportionnel en H. Alors quand j égale 0 ici, on va avoir 2 fois...
la dérivée de 0e, donc la dérivée 0e, donc ça va juste être u de 0, divisé par 2j plus 1, donc 2 fois 0 plus 1 factoriel, donc 1 factoriel, donc 1, donc c'est pas divisé quoi, fois 4 exposant j plus 1, donc 4 exposant 1, donc fois 4, fois h exposant de j plus 1, donc fois h. Du coup, on a u0 fois 4h. Est-ce que c'est logique d'avoir u0 fois 4h? Ben ouais, parce que si jamais on intègre une constante, la constante u0 sur un intervalle de longueur 4h, ce qui est le cas avec la méthode de Boole, ben on a u0 fois 4h. Ok, c'est bien, c'est très bien, c'est terme d'ordre 0 en gros. Alors, ici dedans, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc dans le terme de la méthode de Boole, on va du coup avoir donc le premier terme ici, il est proportionnel à h, donc je le prends ici. Donc 24 u de 0 fois h de tout sur 45. Plus, alors ici le terme, ça va être 1/45e fois. Alors la somme pour j, donc quand j égale à 0, ça va être la dérivée 0e, donc ça va juste être u de 0, donc c'est déjà plus une bonne nouvelle. Sur 2j plus 1, donc 2 fois 0 factoriel, ça va faire 1, ok. Et du coup, ça, ce sera multiplié par 7 fois 4 exposant 0 plus 1, donc fois 28 plus 128, comme ceci, et fois h exposant 0 plus 1, donc fois h. Alors ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, si je mets en facteur le u0h, je vais avoir 24 sur 45 plus 28 plus 128 sur 45. 28 plus 128, ça va faire 156. 156 plus 4, 160 plus 20, 180. 180 sur 45, ça fait 4. Et donc ça va bien faire 4 u de 0 h. Voilà. Ça fait 156. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, oh mon dieu, ça marche, c'est le même terme, donc il n'y a pas d'erreur à ce moment-ci. C'est génial. En même temps, on s'y attendait. Donc, on regarde le terme suivant. Le terme suivant, ce sera quand j égale à 1. Et du coup, ce sera le terme proportionnel à h cube. Alors, à quoi va ressembler ce terme? Ben, du coup, ici, je prends dans la première partie j égale 1. Donc, ça va faire dérivée seconde de 0 sur 2 fois 2 fois 1 plus 1, ça va faire 3 factoriel 6, fois 4 exposant j plus 1, 4 au carré, 16, fois h exposant 2 plus 1, h cube. Donc ça va être égal à, on simplifie le 16 avec 6, 8 tiers de dérivée seconde de 0, h cube. Qu'est-ce qu'on obtient ici avec la méthode de Boole? On devrait obtenir la même chose. On va avoir, du coup on va pas avoir le premier terme, parce qu'on regarde maintenant les termes qui sont proportionnels à h cube, et lui il est proportionnel à h, pas h cube. Donc on va avoir les termes ici dedans. On va avoir, du coup, dérivée seconde évaluée en 0. Donc ça c'est toujours pareil. U' de 0, bonne nouvelle, divisé par 2j factoriel. Donc 2 fois 1, donc ça va être divisé par 2. Multiplié par, ah oui, il y a toujours le terme 1 sur 45, j'ai oublié. Toujours le terme 1 sur 45. Ok, multiplié par 7 fois 4 exposant 1 plus 1, donc 7 fois 16. 7 fois 16 plus 128. H cube. Ok, et ça, qu'est-ce que ça donne? Alors là, j'ai la flemme de calculer, j'ai déjà calculé. Si vous faites l'examen, il faut le calculer, c'est comme ça. Je suis désolé, il n'y a pas de solution magique. C'est pas excessivement dur à calculer, j'ai juste vraiment la flemme. Et j'ai perdu ma feuille. Ah non, je l'ai retrouvée. Ok. Ça, c'est 112. Et du coup, on a 112 plus 128, ça va faire 130 plus 10, 140, 240. Et donc, on va avoir 240 sur 45 fois 2, 240 sur 90. Donc, ça va faire 240 sur 90. On peut tuer les zéros directement, fois dérivée seconde, fois h cube. Et donc 240 sur 90, c'est 24 sur 9. 24 sur 9, ça divise par 3 les deux, ça va faire 8 tiers. Et donc ce machin-là, ça va bien être 8 tiers dérivée seconde h cube. Oh mon dieu, on a la même chose. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Ça veut dire que notre méthode de la méthode de Boole, elle intègre aussi parfaitement un polynôme de degré 2, ce qui va donner un truc en h cube. Ok. Alors regardons le terme suivant. Terme suivant, ça va être quand j est égal à 2.
ou h égale, ou alors le terme en h5, pardon. Donc c'est regarder, est-ce que ça peut intégrer parfaitement un polynôme de degré 4. Alors intuitivement, vu qu'on sait que ça intègre parfaitement un polynôme de degré 5, on devrait se dire, ben oui, ici, normalement, on devrait avoir la même chose aussi. Et alors, on va regarder. Alors ici, on va voir la dérivée quatrième, évaluée en 0, sur 5 factoriel, multiplié par 4 exposant 1 plus 2, 4 au cube, fois h5. Alors, petit calcul rapide sur le côté. Qu'est-ce que ça fait 5 factoriel? C'est 5 fois a, 4, 3, 2. Et au numérateur, on va avoir 4 fois 4 fois 4. 4 se tue avec le 4, ça se tue, ça devient 2. On va du coup avoir 8 sur 15. Est-ce qu'on sait lire? Ouais, magnifique, on sait lire. Ok, ça c'était le petit calcul rapide sur le côté. Et donc... Ouais, macré. Ça va être égal à 8 quinzième, dérivée quatrième de 0, h5. Ok. Maintenant, que donne la méthode de Boole? Alors, on va avoir du coup 1 sur 45, toujours multiplié par, quand j est égal à 2, ça va donner la dérivée quatrième, 2 fois 2. Voyons 0, toujours le même terme, c'est très bien. Sur du coup ici 4 factoriel, fois le h5, je le mets directement, fois du coup 7 fois 4 au cube, plus 128. Et ça fait, croyez-moi ou pas, ça fait 576, et c'est égal à 24 au carré. Je vais noter ça comme ça c'est 24 au carré. Et 4 factoriel, c'est 24. Donc je vais avoir 24 au carré divisé par 24. Donc en gros, il va me rester 24 sur 45. Donc ça va être égal à 24 sur 45 h5 u quatrième de 0. Alors, et 24 sur 45, si vous divisez 24 par 3, ça fait 8, 45 par 3, ça fait 15, et donc ça, c'est aussi 8 quinzième. Oh mon dieu, c'est la même chose, on s'y attendait pas du tout, oulala. Ok, du coup, maintenant, on va passer au terme suivant. Alors, le terme suivant, c'est le terme qui vient quand on intègre un polynôme de degré 6. Et du coup, a priori, vu que notre méthode de Boole, elle intègre parfaitement un polynôme de degré 5, mais pas 6, c'est ici qu'il y aura une différence entre la méthode de Boole et la partie exacte, et donc on va le voir. Je vais faire un peu de place pour ça. Désolé si vous n'avez pas eu le temps de noter, non je déconne, c'est une vidéo. Putain. C'est hors champ, mais j'ai failli renverser mon seau d'eau avec l'eau pour m'en répondre. Du coup, j égale 3, h7. Alors, évaluons d'abord le premier terme, comme d'habitude. Alors, j égale 3, ça va faire la dérivée sixième de z sur 7 factoriel fois 4 exposant 4, h7. Ok. Alors, je vais juste simplifier un peu cette fraction. Donc, je vais avoir 4 fois 4 fois 4 fois 4 sur 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3, 2. Donc, je vais avoir 4 qui se tue avec le 4. Le 2 et le 6 qui devient un 3 se tue avec un autre 4. Ça va être du coup A égale à 16 sur 7 fois 3 fois 5 fois 3. Donc 7 fois 5 fois 3 au carré. C'est égal à 315. Ça n'a aucune importance pour le moment. Donc ça va être égal à 16 sur 7 fois 5 fois 3 au carré. Fois dérivée sixième en 0 fois h septième. C'est moche cette pompe. Enfin, c'est vraiment bon. Ok, donc ça c'est pour la partie exacte. Maintenant, la méthode de Boole. Alors là, ça devient un peu plus tricky. On va avoir... ouais.
IH, qui est égal à 1 sur 45, toujours, fois la dérivée sixième, toujours, ça change pas, sur du coup ici 6 factoriel, pas 7 factoriel, mais c'est normal, fois 7 fois 4 exposant 4, plus 128, h exposant 7. Alors, ce gros bordel ici, ça vaut 1920. Croyez-moi, ou alors faites le calcul chez vous comme vous voulez. Alors, 1920 sur 6 factoriel, qu'est-ce que ça donne? Alors, 1920, croyez-moi, croyez-moi pas, 1920, en fait, c'est 10 fois 192. Et 192, c'est 2 exposant 6 fois 3. Donc ça, c'est égal à 10 fois 2 exposant 6 fois 3. Alors, 6 factoriel, c'est 6, 5, 4, 3, 2. Alors, le 3 se tue avec le 3, le 5 et le 2 se tuent avec le 10, et le 4, ici, ça devient un 2 exposant... le 4 et le 6 qui devient 3, ça devient... 2, donc j'ai tué 1, 2, 3, j'ai tué 3, 2, donc ça devient 2 au cube. Donc ça va donner, à la fin, quand on divise, 2 cubes sur 3. Donc IH va être égal à la dérivée sixième évaluée en 0, h exposant 7 fois 2 au cube sur 3, mais fois 45 encore. 45 c'est 9 fois 5, donc ça va faire 5 fois 3 fois 3 fois 3, donc 5 fois 3 au cube. Alors pourquoi est-ce que je me tue à mettre ça en facteur premier, au dénominateur? Mais pour que vous puissiez voir clairement une chose, c'est que cette fraction-là et cette fraction-là, eh bien c'est pas les mêmes. Ça veut dire que ces deux termes-là, ils sont pas les mêmes. Donc il va y avoir une erreur. La méthode de Boole, elle donne pas une intégration exacte pour ça. Et c'est normal, c'est pas une méthode parfaite. Pas possible de créer une méthode parfaite comme ça. Continue pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer le terme d'erreur, que je vais appeler EH, qui va être du coup... alors, EH, je vais dire qu'il est plus petit ou égal à I moins... Non, en fait non. Il n'est pas plus petit ou égal à I moins IH, il est égal à I moins IH. Bon, EH c'est l'erreur, on fera valeur absolue. Et I moins IH, ça va être plus petit ou égal à la différence entre ces deux termes. Pourquoi? Parce que ça, c'est le terme d'ordre 7. Après, il y aura des trucs d'ordre 9, 11, machin, tout ce que vous voulez. Donc moi, je regarde la différence entre ces deux-là, mais en vrai, l'erreur est un poil plus grande. Potentiellement. Enfin, soit, c'est pas très important. On va dire que globalement, l'erreur, c'est ça. Alors, du coup, quand je fais la différence entre ces deux termes, je vais avoir la dérivée sixième, évaluée en 0, fois h exposant 7, toujours. Ça, c'est les termes qui sont communs. Et donc, je vais avoir... ouais, c'est en valeur absolue, ça. Ici, 2 au cube, donc 8 sur 5 fois 3 au carré, moins... J'ai dans ce truc. Au cube sur 5 fois 3 au carré, moins 16 sur 7 fois 5 fois 3 au carré. Et j'ai oublié un truc, ouais, c'est un cube ici. Je me suis planté ou pas? En principe, c'était censé être un cube. Je vais vérifier. Oui, c'était bien ça. Alors, ceci, en valeur absolue. Alors, bon, alors, vous remarquez que celui-là, en fait, pour avoir le dénominateur, il faut multiplier par 3. Celui-là, il faut le multiplier par 7. Donc, si je fais ici, fois 7, fois 7,
fois 3, donc ça devient 3 au cube fois 3. Donc je vais avoir 8 fois 7 moins 16 fois 3, alors 7 fois 3, 16 fois 3 c'est aussi 6 fois 8. Et donc je vais avoir 7 fois 8 moins 6 fois 8, ça fait 1 fois 8. Et donc ça va être plus petit que 8 sur 7 fois 5 fois 3 cube fois, du coup, h7 dérivé 6e en 0. Voilà. Magnifique. Bon, changement de craie parce que j'ai plus de craie. Alors, on a donc un h plus petit ou égal à 8 sur ce produit ici qui vaut en fait 945. Soit vous me croyez, soit vous le calculez. Vérification qu'il n'y ait pas de reflet. Ouais, c'est un peu léger mais on voit. Oui, sur 945, H7, U6e de 0. Ok. Ça, c'est l'erreur, comme pour là tantôt, c'est l'erreur pour un sous-intervalle et pas pour n sous-intervalles. Nous, ce qu'on veut, c'est l'erreur sur le gros intervalle AB, donc pour n sous-intervalles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la somme de n fois ces termes-ci. Et donc, vu que ces termes-ci, ben, il y a le U6e de 0 qui est une constante qui dépend de chaque sous-intervalle, je vais poser une nouvelle variable, donc je vais dire soit U6 qui va être égal à la valeur max de U6 de dérivée 6e de xi, ou avec mon xi qui sera du coup ici genre le milieu de chaque petit intervalle, chaque petit sous-intervalle. Genre, si ça c'est A, ça c'est B, et que j'ai genre n égale 3, mais xi ça va être le point ici, le point là, le point là. Les trois milieux de mes sous-intervalles. J'allais dire sous-intervaux. Ok, donc ça c'est juste pour être un poil rigoureux, on s'en fout. Globalement, il y a une constante U6. Donc on va voir que l'erreur totale, que je vais noter EHT, qui va être plus petite que la somme des EHI. Donc ça va être l'erreur sur le sous-intervalle I. Donc pour I allant de 0 à n-1, parce qu'ici il y a 3 sous-intervalles, donc c'est 0, 1, 2, c'est pour ça que c'est n-1. Donc ça va être égal à... Enfin voilà, techniquement ici on pourrait écrire une égalité. Là. Du coup ça va être plus petit ou égal à U6 fois H exposant 7 fois 8 sur 945 avec la somme. Et du coup là on fait juste une somme de n fois ce terme-ci, donc ça va juste faire n fois le terme parce qu'il n'y a rien ici dedans qui dépend de i. Donc ça va juste faire n fois 8 sur 945 fois u6 fois h7. Ensuite, même réflexion que tantôt, n et h ils sont pas indépendants, donc on va exprimer tout en fonction d'une variable indépendante. Ici on choisit h. Du coup on va dire que b moins a sur 4h est égal à n, parce que c'est le cas ici. Si n égale 3, b moins a, dans chaque sous-intervalle, on va avoir 4 sous-sous-intervalles, avec ici la petite distance là c'est h. Donc ici on va avoir 4h, 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 et donc n fois 4h ça va être b moins a. Ok. Si vous n'avez pas suivi, remettez en pause et vous comprenez. Du coup, si je remplace n par cette expression là, je vais du coup ici avoir b moins a sur fois 2 sur 945 h6 u6. Putain, il n'écrit pas cette feuille. Est-ce qu'on sait lire? Ça passe. Et donc voilà, ça c'est l'autre résultat. Ouais, le 2 parce que c'est 8 divisé par 4. Et pareil, H6 et H7 divisé par H.
Alors, est-ce que ce résultat est correct? Ben, en fait, ce résultat est à peu près pareil à l'autre, à part qu'au lieu d'avoir la valeur maximale de la dérivée sixième, ici on a en gros la valeur maximale d'une série de sous-dérivés. Mais globalement, c'est à peu près le même concept, quoi. Enfin, il faut remarquer que c'est à peu près la même chose. C'est de nouveau la dérivée sixième, un terme h exponent 6, et ici la même fraction, très important. Et ben donc voilà, ça c'était les deux grosses manières d'évaluer l'erreur de la méthode de Boole. Alors la troisième manière, c'est d'évaluer avec l'extrapolation de Richardson appliquée à la méthode de Simpson, la méthode composite de Simpson. Et sauf que pour faire ça, il faut calculer les deux premiers termes d'erreur de la méthode de Simpson, parce que l'idée de Richardson, c'est qu'on va tuer le premier terme d'erreur. Donc il faut avoir les deux premiers termes d'erreur, comme ça on tue le premier avec Richardson et il reste le deuxième. Et le deuxième, en fait, ça va donner ça. Voilà, c'est fini, I'm out. Lumière, pas de lumière, beaucoup de lumière, toujours de lumière. Bon, ça a intérêt à fonctionner cette fois. Ah, mon...